moi j'ai pris Théoriquement, ça commence à 4h. et demi. Qui son speech à lui. Mathieu, si vous voulez bien. Je donne juste 2 minutes d'explication, enfin 1 minute d'explication. Donc, Mathieu Ricard va parler pendant environ 3/4 d'heure, 50 minutes. Et après cela, il viendra le temps des questions. Vous avez sur vos sièges des petits papiers jaunes que vous pouvez remplir. 2 personnes vont passer dans les travées en cours de conférence et vont les ramasser et feront revenir ici de façon à ce que je puisse après organiser le débat en regroupant de façon un peu thématique pour que la conversation ne se disperse pas. Et cette conversation se fera à la fois bien entendu avec Mathieu Ricard, avec Antoine Lutz et avec Jean-Gérard Bloch qui reste avec nous jusqu'au bout. Donc si vous avez une question spécifique pour l'un ou l'autre, veuillez s'il vous plaît le mentionner sur le papier jaune. Et dès à présent, Mathieu, si vous voulez bien prendre la parole, je vous remercie vivement. Merci pour poursuivre sur notre entretien sur le blog. Aujourd'hui, je vais essayer d'abord de parler principalement de l'altruisme et de la bienveillance, qui a été une sorte de passion pour moi, toute mon existence bien sûr, mais aussi particulièrement pendant 5 ou 6 ans de recherche intensive pour essayer de faire un petit peu le point sur tout ce qui touche à l'altruisme et à l'égoïsme. Évidemment, c'est un vaste sujet, et pour essayer de rassembler ça dans un ouvrage afin qu'il y ait une sorte de base de réflexion sur en quoi est-ce que l'altruisme peut répondre aux défis du monde contemporain, quelle est sa place dans l'éducation, dans l'économie, comment la question de l'environnement symbolique, etc. Et puis, à l'occasion de ce nouvel ouvrage, Plaidoyer pour les animaux, qui est en fait une extension naturelle du précédent, puisque la bienveillance, comment connaît-elle des barrières sans perdre son caractère bienveillant. Donc je ferai une partie plus précise sur la façon dont nous traitons les autres êtres sensibles que sont les animaux. Alors tout d'abord, vous voyez cette image, là c'est plus dans l'Himalaya, cet homme qui est au bord d'un précipice, et ça peut peut-être représenter pour certains d'entre nous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors ces défis sont de toutes sortes d'ordres différents, personnels, peut-être dans notre existence. Nous avons soit des défis à faire face aux difficultés matérielles de l'existence, ça peut être aussi des défis intérieurs, bien souvent. Notre esprit peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ami. Et il y a aussi donc des défis au niveau de la société, les inégalités, la précarité au sein de la richesse, etc., etc. Et il y a un défi, finalement, qui est tout nouveau, que nous n'avions pas prévu véritablement, c'est que maintenant, pour la première fois dans notre histoire, nous avons un impact majeur sur l'avenir de la planète. Il y a 10 000 ans, au début, ou 12 000 ans, au début de l'Holocène, une ère extrêmement stable du point de vue climatique, il y avait entre 1 et 5 millions d'habitants sur Terre. Quand vous pouvez l'imaginer, l'impact qu'il pouvait avoir était minime et très rapidement réparé par la Terre elle-même. Ce n'est plus le cas depuis la révolution industrielle, technologique, scientifique, l'augmentation de la population. Bien que nous ne sommes pas individuellement responsables, nous n'avons pas décidé d'avoir cet impact souvent négatif sur la biosphère, c'est un fait. Nous sommes entrés dans l'anthropocène, en gros depuis l'accélération depuis 1950, l'âge au cours duquel l'homme a un impact majeur sur l'état et l'avenir de la planète. Et donc, voilà, nous nous trouvons devant cette situation. Et bien sûr, dans cette situation, si l'on change à cette notion de progrès, un progrès qualitatif, un progrès intérieur, un progrès en ce qui nous concerne en tant qu'individu davantage d'altruisme, mais aussi pour la société, désirable. Mais si nous n'envisageons le progrès que surtout d'une manière quantitative, à savoir l'augmentation de l'usage des ressources, de l'énergie, eh bien se dire qu'on va continuer à poursuivre cette croissance
quantitatif de la même façon, ça voudrait dire qu'il faudrait environ l'équivalent de 3 planètes en 2050. Donc ce type de progrès d'une croissance quantitative linéaire, c'est un peu, vous voyez cette personne au bord ici du précipice, ça me rappelle la phrase d'un ancien président que je ne nommerai pas il y a un certain nombre d'années, d'un pays que je ne nommerai pas non plus, qui disait il y a 5 ans nous étions au bord du précipice, aujourd'hui nous avons fait un grand pas en avant. Donc le problème, c'est que nous ne pouvons pas continuer à croître indéfiniment de manière quantitative. Et ça, c'est une question assez grave. Et donc, on peut se demander comment gérer tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, à mesure que je me penchais sur cette question de l'altruisme, je n'avais jamais imaginé, c'est pour ça que j'ai mis tellement de temps et que le livre de quelques chapitres a grandi à 900 pages et 46 chapitres, je n'avais pas l'intention de faire tout ça. Par exemple, la question de l'environnement. Pourquoi un bouddhiste qui s'intéresse à l'altruisme par l'éthique de l'environnement? Et aussi complexe soit cette question au point de vue scientifique, économique, politique, en fin de compte, c'est bien une question d'altruisme et d'égoïsme. Si on se fiche de sorte de génération à venir, c'est le comique Groucho Marx, j'étais un grand amateur des films des frères Marx, qui a dit « Pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent ça sérieusement aujourd'hui. J'entendais un milliardaire américain, Stephen Forbes, dire la même chose sur une chaîne de télévision américaine. Il disait, on lui parlait de la montée progressive et apparemment pour l'instant inéluctable des niveaux des océans. Je trouve absurde de modifier mon comportement aujourd'hui maintenant pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. Donc là, c'est clairement une question d'égoïsme, de manque de considération vis-à-vis des générations à venir. Donc, est-ce que tout ça est une hyperbole exagérée, du catastrophisme, etc., etc. Je vais vous montrer juste quelques diagrammes qui peuvent éclairer un peu votre lanterne, à savoir la notion de limite planétaire qui a été définie par un ensemble de scientifiques il y a quelques années, dans un article qui a eu un grand retentissement. Et ils ont défini donc un certain nombre de variables, que je ne détaillerai pas, vous pouvez les voir vous-même. Et en gros, cette ligne, qui est un peu comme presque un cercle, c'est un peu, si vous voulez, comme le bord de ce précipice ou de cette chute d'eau. C'est la zone, en fait, qui n'est pas exactement fixée aussi clairement que le bord du précipice, mais qui est en quelque sorte la zone après laquelle nous sommes plus en sécurité. Il peut y avoir des points de bascule irréversibles par rapport à la stabilité remarquable du climat depuis 12 000 ans. Et si nous restons aussi bien pour l'émission de la couche d'ozone, le changement climatique, etc., en deçà de ces limites, l'humanité peut raisonnablement espérer prospérer pendant environ 50 000 ans au moins. Donc en 1900, on n'avait pas toutes ces mesures, mais on peut extrapoler selon les connaissances actuelles, l'évolution des courbes. Et en gros, comme vous le voyez, nous étions largement, c'était la zone jaune au centre, on voit à peine, tout à fait encore en 1900, compte tenu déjà de tout finalement la révolution industrielle qui s'était déjà produite, on était largement au sein de ces limites de sécurité. Est venu 1950, on définit souvent comme la grande accélération, l'entrée dans l'anthropocène, et là vous voyez que certains des facteurs commencent à s'approcher des limites où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pas trop ce qui va se passer, ça veut dire, imaginez que la personne qui, au bord de la rivière, des chutes d'eau, marche dans le noir, il entend le bruit de la cascade, mais il ne sait pas exactement où c'est. À un moment donné, il se dit, bon là, maintenant c'est plus raisonnable, il faut que je m'arrête. Il ne sait pas exactement où c'est, mais voilà, c'est dangereux. Alors maintenant, imaginez l'image suivante, qui va vous présenter les dernières données qui ont été rassemblées pour tous ces paramètres en 2010. Et retenez votre souffle un instant, pas trop longtemps quand même. Et voilà ce qui se passe. Donc vous voyez, nous avons largement dépassé les limites de sécurité pour certains facteurs. Alors, je vous donne juste un exemple.
l'appauvrissement de la biodiversité. Au rythme actuel, qui augmente de façon non pas linéaire, mais quasi exponentielle, nous perdons déjà environ 1000 espèces animales par an. Et si nous continuons, si cette accélération se maintient, cela veut dire perdre 30% de toutes les espèces animales d'ici 2050. Et compte tenu de l'interdépendance naturelle de tous les phénomènes, cet appauvrissement de la biodiversité, c'est pas seulement les tigres de Sumatra, le rhinocéros unicorne de Java, c'est des milliers d'espèces d'insectes, de batraciens, de poissons, etc., qui vont bouleverser. Donc en gros, le monde ne sera plus ce qu'il était. Et ça a des répercussions, bien sûr, pour tout le monde, y compris les êtres humains. Donc c'est une question grave, et donc on peut se dire comment remédier à cela. Alors évidemment, maintenant, on commence à être un petit peu au courant de tout ça. Moi-même, je suis ici assis au Bhoutan, à près de 5000 mètres, devant un glacier qui s'élève à 7200 mètres. Et depuis que je vis dans l'Himalaya, les paysans, les montagnards du coin n'ont jamais entendu parler de réchauffement global. Tous vous disent, les glaciers fondent. L'hiver, la glace est moins épaisse. Ils le savent. 2000 glaciers fondent dans l'Himalaya, c'est le 3e pôle, plus vite encore que l'Arctique. Vous voyez, c'est partout, tout le monde est affecté. Alors on peut se dire, mais n'y aurait-il pas un moyen de travailler ensemble pour résoudre ce problème? Et le problème, c'est quand vous avez des spécialistes de l'environnement qui savent de quoi ils parlent, qui s'adressent à des économistes qui, en gros, font pour la plupart, pas tous bien sûr, mais en gros font le bilan à la fin de l'année, ou à des politiciens qui sont politiques et naturellement, ce qu'ils voient, c'est pas forcément la génération à venir, mais les prochaines élections. Prendre des mesures impopulaires, prendre des mesures qui réduiraient certains aspects de l'économie, ce n'est pas vraiment bien vu. Donc il y a une sorte d'incohérence et de difficulté de dialogue entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc le court terme, c'est évidemment tout ce qui se passe au jour le jour, mois en mois, année en année, au mieux. Le moyen terme, c'est l'économie, c'est etc., les sondages. Et puis le moyen terme, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est en gros la qualité de vie au cours d'une génération, d'une carrière, d'une famille, d'une vie. Bon. Et finalement, c'est pas la qualité de vie, qu'est-ce que c'est? C'est la qualité de chaque instant qui passe, mais c'est aussi quand on regarde sur 10 années, est-ce que nous avons un sentiment d'épanouissement, que notre vie vaut bien la peine d'être vécue? Est-ce que nous avons au moins réalisé certaines des aspirations qui nous sont chères? Et donc un pays qui serait le plus puissant et le plus riche, où tout le monde serait malheureux, ça n'a guère de sens, d'où ce concept de bonheur national.